3 mois et 10 jours et un bilan humain considérable. Le génocide rwandais a fait officiellement entre 800 000 et 1 million de morts selon les chiffres des Nations Unies. Le 6 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana était abattu par un missile. L'hypothèse de l'époque renvoie alors la faute aux rebelles Tutsis accusés du génocide. La suite, vous la connaissez, 29 ans après ce ethnocide, les Rwandais se souviennent et avec eux, toute l'Afrique. Un sujet qui continue aujourd'hui encore de faire l'actualité et justement, on en parle sur RTI 1. Tout comme cela s'est déroulé à Kigali, les Rwandais vivant en Côte d'Ivoire ont commémoré le 29e anniversaire du génocide. À Abidjan, ils étaient nombreux à prendre part à ce grand moment de recueillement et de prière. Se souvenir, s'unir, mais surtout se renouveler, c'était le thème de la rencontre. Un reportage de Lionel Yomoli, Sophia Tidiane et Ibrahim Touré dans un commentaire de Siaka Kone. Des cicatrices ouvertes, des cauchemars terrifiants, mais aussi l'espoir d'une douleur un jour apaisée. Le 7 avril 1994, c'est le début d'un drame inoubliable pour le Rwanda et une leçon pour l'Afrique tout entière. Pendant 5 jours, ce sont plus de 800 000 personnes massacrées dans la minorité Tutsi. Génocide orchestré par le pouvoir de la majorité Hutu. Ce fut ainsi le génocide le plus rapide de l'histoire. Suite à ces pertes et dégâts causés, le Rwanda et l'ensemble des Africains se réunissent pour une commémoration en l'honneur de leurs disparus. La commémoration est un devoir tout d'abord pour rendre hommage aux victimes, aux rescapés, mais aussi parce que cette commémoration-là fait partie des fondements qui ont été posés pour construire le Rwanda d'aujourd'hui. Unis, tournés vers l'avenir, solidaire, paisible. On a un gouvernement qui nous soutient entièrement. L'important, on se remémore, oui, mais l'important c'est d'avancer. Travaillons dur pour leur faire fiers, pour qu'ils soient fiers de nous. Travaillons dur pour que là où ils sont, ils puissent dire on n'est pas parti en vain. Ainsi, à travers la réforme établie par l'Assemblée générale des Nations unies en 2003, relative à la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, l'UNESCO travaille à promouvoir et à renforcer la résilience à toute forme de discrimination. Elle offre également l'occasion de découvrir l'histoire de la réconciliation et de la construction de la nation au Rwanda. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, cette commémoration est effectuée avec beaucoup de tristesse pour l'Afrique, notamment le Rwanda. Ce qu'il faut retenir de l'histoire rwandaise, le fait a été commis. Mais c'est la résilience du peuple rwandais, la résilience du gouvernement rwandais et la résilience surtout de leur président. Et cela doit servir d'exemple à la Côte d'Ivoire, parce que l'événement se passe en Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique. Évitons de catégoriser nos concitoyens. Les conséquences sont dramatiques. Au cours de ces dernières décennies, le Rwanda s'est montré ferme sur la protection des civils dans tous les conflits armés. De ce fait, le pays appelle le monde à une paix et à une entente durable. Et qu'ensemble, sans dire plus jamais cela. Voilà un reportage de Lionel Yomoli et de Sophia Tidiane. Je rappelle qu'il s'agit bien d'un génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Avec nous sur ce plateau pour aborder ce thème, Véronique Aïssa Douciné. Elle fait partie de la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Koné. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est le rendez-vous que vous avez organisé le samedi dernier à la mémoire des victimes. Un exercice régulier et inlassable pour des millions de Rwandais disséminés à travers tout le continent et même en dehors du continent africain, en particulier pour les Tutsis. Aujourd'hui encore,
Est-ce que c'est vraiment important pour vous de vivre dans le souvenir de ceux qui sont déjà partis? Absolument, il est absolument nécessaire de se souvenir chaque année de cette commémoration, puisque nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé. Et ça contribue à ce que ça ne se reproduise plus jamais ni au Rwanda ni ailleurs dans le monde. Alors, où puisez-vous cette énergie commémorative, si on peut emprunter ce terme? Je dirais que l'énergie est puisée par les différents témoignages qu'on écoute des rescapés. Et quand nous sommes rentrés au Rwanda après les événements malheureux, on a retrouvé un pays complètement meurtri. Et c'était tout un travail de reconstruction à tous les niveaux du pays. Et pour que ça ne se reproduise plus jamais, nous devons tout le temps le rappeler aux générations d'aujourd'hui et aux générations futures pour que la cohésion sociale reste intacte. Justement, en tant que Rwandaise ou Rwandais, comment est-ce qu'on parvient à vivre ce genre d'événement avec beaucoup de recul? On vit avec, on n'oublie pas, on a pardonné. C'est un long processus de guérison intérieure. Nous avons pardonné, mais avec le recul, c'est comme, comment expliquer? Lorsque, je dirais qu'un génocide, plus on se souvient, plus le temps passe, plus les souvenirs sont vifs. Plus on se rend compte de l'ampleur de l'atrocité et on ne peut que continuer à se souvenir, à se rappeler en mémoire des victimes et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à même de regarder vos concitoyens droit dans les yeux, surtout ceux qui ont commis ce crime? Absolument. Aujourd'hui, ça fait 29 ans. C'est toujours pénible, mais nous devons avancer pour une meilleure cohésion sociale, parce que la vengeance ne sert à rien. Je me rappelle qu'à l'époque, je suis rentrée au Rwanda en octobre 1994, juste après les 3 mois, parce que le pays a été libéré en juillet 1994. Et en octobre 1994, le pays était encore très, très fragile. Et il était formellement interdit de se venger. Alors, on va repartir un peu plus en arrière. L'histoire rapporte que la vie était si simple avant l'arrivée du colon. C'était en tout cas ce que rapportent certaines sources. Un Hutu qui achetait une vache à un Tutsi pouvait devenir de facto un Tutsi également et vice-versa. Est-ce que vous confirmez ce pan de l'histoire? Parfaitement, parce que le pays était un royaume structuré en catégories de socio-professionnelles, un peu comme partout en Afrique. Ici, vous avez des forgerons, vous avez des sauteuses de couteaux, des danseuses de couteaux. Et chez nous, nous avions des cultivateurs, et nous avions les éleveurs, et nous avons les potiers, qu'on va appeler les éleveurs, on les appelait les Tutsis. Et c'était une minorité, ils avaient des vaches. Et les Hutus, c'était les cultivateurs. Et les potiers, c'était ceux qu'on appelle aujourd'hui les pygmées. Alors, je rappelle qu'au Rwanda, nous avons les Tutsis, les Hutus et les Twa. Exactement. D'accord. Alors, selon les versions historiques, quelles étaient les différences perceptibles entre un Hutu et un Tutsi, d'abord sur le plan physique, sur le plan religieux, et puis sur le plan culturel? Je vais commencer par le côté religieux. Le plan physique. Le côté religieux, nous avions c'était un seul dieu qu'on appelait Imana. Imana, ça veut dire Dieu. Et c'était pratiqué par toutes les couches sociales. Et culturellement, nous avons absolument la même culture. Nous parlons la même langue. Tout le monde parle le Kinyarwanda. Ça s'appelle le Kinyarwanda, la langue du pays. Et vous avez parlé du plan culturel, du plan religieux et du plan physique. Le plan physique, c'est quelque chose qui a été complètement inventé de toutes pièces par la colonisation belge, qui a été la deuxième colonie. La première fois, c'était au tout début, c'était le protectorat allemand. Et après la Première Guerre mondiale, le Rwanda a été mis sous tutelle de la Belgique. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des catégorisations des populations selon leur interprétation des faits. Effectivement, si l'on s'en tient aux interprétations diverses qu'on a reçues par le passé, il se dit que les Tutsis avaient le nez un peu plus aquilin et les Hutus l'avaient un peu plus épaté. Est-ce que vous êtes dans cette confirmation? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouve ces mêmes traits de visage partout. Même en Côte d'Ivoire, on retrouve des personnes avec des nez longs, je sais pas, aquilins, comme vous dites,
épaté. C'est à peu près la même chose un peu partout dans le monde. Malheureusement, chez nous, je ne sais pas pourquoi. C'est particulièrement au Rwanda que la Belgique s'est focalisée. Bon, c'était colonisé par eux. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont focalisés sur cela, sur cette morphologie. Sur ces détails précis. Ces détails particuliers. Ils ont même utilisé des objets pour calculer, mesurer le nez de telle personne ou autre. Moi, je trouve ça que c'est très réductible, c'est très réductif. Alors, il se raconte que c'est surtout l'instauration de la carte d'identité qui a accentué la division du peuple rwandais. Que répondez-vous? Alors, cette instauration de la carte d'identité a eu lieu en 1931. Ils appelaient ça le book. Je ne sais pas pourquoi ils appelaient ça comme ça. C'est une connotation flamande, puisqu'il y avait les Flamands et les Wallons. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à catégoriser les gens, les Hutus, Tutsis et toi. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une différenciation entre les Ivoiriens. Quand vous êtes Ivoirien, vous êtes Ivoirien. Mais chez nous, on n'était pas que Rwandais, nous étions Rwandais. Et par la volonté des Belges, Rwandais, il fallait écrire Père Tutsi, Mère Tutsi, Hutu. Et c'est là que ça a commencé un peu à créer des différences, sans oublier qu'ils insistaient beaucoup pour que la population devienne chrétienne. Vous connaissez l'histoire un peu des missionnaires dans l'Afrique. Il était absolument obligatoire de devenir chrétien. Et la population était un peu réfractaire, elle ne voulait pas du tout, elle voulait garder sa culture d'antan. Et c'était un peu des frictions, et même pas un peu, c'était absolument des grandes frictions. Le premier roi a été exilé parce qu'il n'a pas voulu être baptisé. Et celui qui a succédé a dû accepter pour faire un compromis. Et cela, selon vous, cela répondait à quoi exactement de mentionner sur le document d'un individu père Tutsi ou mère Hutu? À quoi cela répondait-il véritablement? Déjà, puisqu'on disait que le peuple des éleveurs, c'était une minorité qui était souvent choisie pour être roi, je suppose qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des peuples qui sont souvent élus pour être les dirigeants, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui va diriger, qui va se mettre à la tête. En revanche, ce n'est pas spécifié sur un document. En revanche, ce n'est pas spécifié sur un document. Justement. Mais chez nous, malheureusement, cela a créé une forte scission dans la population. Les Tutsis, minorité, étaient-ils vraiment jugés supérieurs aux Hutus et aux Twa? Je ne pense pas que tous les êtres humains sont égaux déjà au départ. Encore une fois, ça revient à cette histoire de la colonisation belge, puisque le roi a refusé. Le roi même étant propriétaire de vaches, beaucoup de la richesse, le signe d'abondance qui était avoir beaucoup de vaches, et étant à la tête du royaume, et il a assuré la cohésion sociale. Il n'a pas voulu qu'on déstabilise son peuple avec des nouvelles cultures, des nouvelles religions. Il n'était pas du tout d'accord. Et à ce moment-là, lorsque le colon voit qu'il y a une opposition, c'est tout à fait normal qu'il commence par diviser pour régner. Et donc, on comprend aisément que c'était l'objectif du colon, de diviser pour régner, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et puis arrive enfin l'indépendance. Les Hutus prennent le pouvoir au détriment des Tutsis, qui constituaient jusqu'à l'époque l'élite du pays, ce qui va davantage accentuer la crise au pays. Oui, tout cela a commencé en 1959, à la veille de l'indépendance, à l'aube de l'indépendance, où tous les pays africains, comme on le sait tous, voulaient accéder à l'indépendance. Ils se sont rencontrés. Et voilà, les Belges ont appris. Et le roi est venu demander à accéder à l'indépendance. Alors c'est là que vraiment tout a commencé à dégénérer. Et voilà, la scission s'est encore faite très forte. Et les Belges ont commencé à monter la population entre elles. Ils avaient réussi à convertir beaucoup de Rwandais au christianisme, entre autres l'élite Hutu de l'époque. Et voilà, c'est là que les problèmes ont commencé. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous en voulez encore à la Belgique pour sa gestion de la population rwandaise, ce qui a notamment conduit à ce génocide? Je ne peux pas dire qu'on en veut, mais il y a des séquelles qu'on aura. Ça sera des générations et des générations pour retrouver la sérénité après tout ce qui s'est passé. Le gouvernement rwandais a tout mis en place pour que
revienne à la cohésion sociale d'antan, même si ça prend le temps. Nous n'en voulons pas, mais ils ont pris leurs responsabilités, ils ont reconnu officiellement, le Premier ministre à l'époque avait reconnu publiquement leur implication. Il faut donc remonter le temps jusqu'à la colonisation pour comprendre la cause profonde de ce génocide rwandais. Selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation de point de non-retour où des Hutus affrontent des Tutsis et vice-versa? Où est-ce qu'on arrive à un chiffre record de morts? On parle de 800 000 à 1 million de morts en seulement 3 mois d'affrontement. Oui. La ségrégation, la séparation des peuples a été continue depuis 1959, l'accession de l'indépendance par le Parmehutu, qui était le parti qui était à ce moment-là un peu à la pointe, soutenu par la Belgique. Ils ont continué à faire la ségrégation. Une partie de la population est partie, s'est exilée dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanzanie, déjà pour parler de cela. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Ce qu'on n'a pas véritablement compris, c'est que dans l'avion du président Habyarimana qui est abattu, il y a aussi également le président du Burundi qui trouve la mort, mais il n'y a pas de soulèvement au Burundi, et c'est au Rwanda qu'on observe des affrontements. Comment est-ce qu'on explique cela? Ce que je viens de vous expliquer, c'est que la ségrégation a continué de 1959 à 1994. Au fur et à mesure, puisqu'en 1963, il y a eu une partie de la population qui s'était exilée, qui voulait revenir au pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et à partir de ce moment-là, le groupe ciblé était toujours le Tutsi. À chaque révolution politique, à chaque problème politique, ils étaient le groupe cible. Toujours le groupe cible. Ça a toujours été comme ça, on va dire en 63, en 73. Il y a encore une autre partie qui a dû s'exiler. Dont personnellement j'ai des membres de la famille qui s'est exilée, ma mère particulièrement. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a continué ainsi. Il y a eu beaucoup de pogroms, des tueries à gauche et à droite. Et il y a eu énormément de choses. Déjà, ils n'avaient pas droit à l'éducation. À chaque fois que tu étais en classe, je me rappelle, mes parents on leur disait de se lever, de dire de quelle ethnie, parce que maintenant on appelait ça ethnie, de quelle ethnie ils étaient. Ça ne se fait pas. On ne dit pas aux enfants de 10 ans ou 5 ans, lève-toi, dis qui tu es. Déjà, ça veut dire que vous montez déjà les enfants entre eux, alors que les enfants sont innocents. Et ils ont tous grandi dans cet esprit-là. Et ça a continué ainsi. Ça a continué ainsi. 73, de petits pogroms. Il y en a qui ont déplacé, les populations qui ont déplacé, les populations tutsis qui ont déplacé dans des régions, dans des zones arides où il y avait des mouches-tsetse. C'était en permanence, toujours en permanence, ils étaient persécutés jusqu'à la solution finale. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Je vois vos yeux qui rougissent à peine. Kwibuka 29 a un devoir de mémoire, d'unité et de renouveau. Comme chaque année, une cérémonie officielle est organisée à Kigali et le président Kagame en a profité pour lancer les 100 jours de recueillement. Comme ça se passe à Kigali, vous avez fait la même chose à Abidjan. Alors, comment est-ce qu'on se comporte quand on est à 5000 km de Kigali? Comment est-ce qu'on vit cette commémoration? La commémoration, on la vit tous les jours, sauf que le 7 avril, c'est vraiment le jour déclencheur, l'élément déclencheur dans les minds de tous les Rwandais, où qu'ils soient, que tu sois en Chine, en Sibérie, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la distance qui va faire que les choses s'atténuent. Et par devoir de mémoire de ces millions de personnes disparues, atrocement tuées, dans des conditions que je ne saurais dire ici, que vous avez suivies au fil du temps à travers l'actualité, nous avons le devoir de toujours se rappeler d'eux. Et c'est un peu dans notre ADN. Lorsque tu as perdu des oncles, des tantes, et lorsqu'on est naturellement humain, mais il y a même des étrangers qui ont vécu au Rwanda à cette époque-là, qui commémorent avec nous, qui ont vécu au Rwanda, qui nous appellent, qui envoient des messages. Alors, 29 ans après ce carnage, si on peut le dire, la flamme du souvenir reste toujours aussi vive dans le cœur de chaque Rwandais. Peut-on pardonner à ces bourreaux? Si oui, de quelle façon? Moi, je dis que le pardon, il est souvent individuel, mais au niveau du gouvernement, ils ont vraiment mis en place beaucoup de systèmes pour la réconciliation et la justice dans le pays. On a installé des tribunaux communautaires
pour remettre en place la cohésion sociale, c'est la population elle-même qui désignait, par exemple, les personnes qui étaient allées tuer ici ou piller par là. Et selon le degré d'implication de la personne, quand tu étais en première ligne concepteur, tu es copé d'une peine. Si tu étais exécutant, la même chose. Après, il y a les suiveurs, comme on dit. Au fur et à mesure, il y a des peines qui ont été commuées. Il y a eu énormément de travail qui a été mis en place dans le pays. 10 ans après la mise en place du tribunal international de Arusha, tribunal pénal international d'Arusha. Alors, dans son discours du 7 avril dernier, le président Paul Kagame a dénoncé encore une fois les actions des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, une rébellion à majorité Hutu basée dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la fin du génocide contre les Tutsis de 1994. Est-ce que pour vous, ce conflit continue d'exister? Le conflit continue. Il a déjà en 1994, juste après le génocide qui s'est arrêté le 17 juillet 1994, grâce au Front patriotique rwandais qui a été très vaillant, ils ont réussi à arrêter les massacres de masse. C'est carrément eux à qui on doit l'arrêt de ce génocide. Nous avons aujourd'hui des rescapés grâce à cela, parce qu'on ne peut pas exterminer 1 million de personnes en un mois. C'est pas possible. C'est comme si chaque 7 minutes, il y a 7 personnes qui meurent. Si on fait un peu des statistiques, c'est quelque chose d'inexplicable quand on compare par rapport à l'Holocauste ou en Arménie ou ailleurs. C'est des nombres de morts qui se sont passés, mais sur 5 années. Et chez nous, ça s'est passé en 3 mois, en 100 jours. C'est ça. Alors, imaginez un peu l'échelle de l'horreur. C'est pas possible. Et malheureusement, au fur et à mesure que le Front patriotique avançait et libérait les populations en leur assurant la sécurité et la stabilité, au fur et à mesure, les persécuteurs, les bourreaux sont fouillés. Ils sont fouillés dans les pays limitrophes. Et le pays le plus proche, c'est pas le plus proche, mais le pays qui a ouvert les frontières, c'était le Congo, sans désarmer. C'est ça. Sans désarmer les rebelles. L'armée, voilà, l'armée rwandaise de l'époque, c'est ça, le gouvernement de l'époque, et les milices qui étaient finalement armées de machettes et tout ça. Tous ces gens sont rentrés, on les a pas démilitarisés, et même en Tanzanie, sauf qu'en Tanzanie, au Ouganda et tous ces autres pays limitrophes, ils ont mis en place des systèmes pour faire en sorte que les réfugiés viennent, tout ce que vous voulez, mais le Congo a laissé ouvert. Ça a été une erreur fatale, et aujourd'hui, nous sommes tous... Alors, petite digression, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui le conflit latent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, justement, dans la zone de l'Ituri? On va dire que c'est la zone de l'Est. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont énormément de groupes armés, et plus de 123 armés. Ce qui est sûr que ils ont ouvert la porte à la démence, je peux dire ça comme ça. Lorsqu'on fait entrer des gens qui ne sont pas armés, qui sont armés et qui ont déjà le sens dans les mains, qui n'ont plus de sens de réalité, on ouvre déjà la porte à beaucoup de choses. Et heureusement, dans 1996 ou 1997, je me rappelle très bien, il y a une partie de la population qui s'était exilée, qui est revenue. On a envoyé le HCR, l'armée patriotique rwandaise les a aidés à se réintégrer dans la population. Ça a été un long travail d'haleine. Et je me rappelle qu'en 94, 96, 97, il y avait des attaques de ces personnes qui sont ces bourreaux qui revenaient dans le pays, dans le nord, puisque moi j'ai habité dans le nord à cette époque-là, et ils venaient faire des razzias, tuer des personnes. Voilà, c'était Alors, selon le président Dibouka, l'association des rescapés, les commémorations sont l'occasion de lancer un appel notamment à la justice internationale pour ne pas oublier les victimes. Pourtant, le procès de Félicien Kabuga à la Cour pénale internationale est au point mort. On parle d'un état de santé précaire. Qu'en pense le Rwanda? Ce que le Rwanda pense, c'est que justice doit être faite. Et non, les conditions de santé, c'est comme pour
beaucoup d'autres prisonniers, ça peut arriver. Moi, je pense que c'est la justice qui s'en charge. En tant que citoyenne rwandaise, je ne peux que demander que justice soit faite parce que c'était la machine de cette monstruosité. Tout le monde, vous avez déjà certainement lu à ce sujet. C'était la personne derrière ce génocide. On ne peut pas laisser faire. Je rappelle que Félicien Kabuga a quand même 90 ans. Alors, 29 ans après le génocide, des discours de haine sont toujours d'actualité au Rwanda. Pour vous, elle est où la solution, pour terminer? Je vais revenir à ce que vous avez dit par rapport à M. Félicien Kabuga. Même s'il a 90 ans, je pense que même les génocidaires de l'époque qui avaient exterminé les Juifs, ils ont été poursuivis même après la mort. Parce qu'il faut que justice soit faite. On ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Pour moi, il est inadmissible. Alors, inadmissible. Sur le discours de haine au Rwanda, vous terminez. Oui, la question, je ne me rappelle plus si vous... Oui, je disais que 29 ans après le génocide, aujourd'hui, le discours de haine sont toujours présents au Rwanda. Pour vous, la solution, elle se trouve où? Bon, les discours de haine, il y a certaines personnes isolées qui continuent à s'entêter aux négocier. Ils continuent à nier le génocide. Cela est inadmissible. C'est pour ça que nous avons mis en place, le Rwanda en tout cas a mis en place des éducation civique pour éduquer la population, la jeunesse qui a aujourd'hui 29 ans, les plus âgés ont 29 ans, et la population déjà 35 ans, la moitié de la population a 35 ans, donc... Véronique Aïssa Douciné, merci. Je rappelle que vous étiez avec nous pour parler de la commémoration du 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. C'est terminé ce numéro de Ça fait l'actualité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, toujours sur RTIA.